invité, Hervé Troilic, le directeur d'Imineti du groupe Niji. Alors effectivement, quand on écoute cette table ronde, ça glace un peu le dos au départ, parce qu'on se dit que nul n'est à l'abri, indéniablement. Et c'est vrai que la première question, quand on a échangé, Hervé a préparé ce complément d'information, puisque c'est la séquence complément d'information, c'était de dire, toutes les entreprises sont concernées, vous l'avez confirmé, elles semblent ne pas en prendre conscience. Le regard que vous avez par rapport à celles que vous rencontrez, quelles sont les premières réactions? C'est pas pour moi, c'est j'ai le temps, je suis trop petit. Si normalement, c'est le micro 7. En fait, jusqu'à récemment, la première réaction, c'était effectivement non, mais nous, surtout de la part d'entreprises de taille intermédiaire ou des PME, c'est non, mais écoutez, franchement, enfin, on n'a pas besoin de tout ça, on n'est pas une cible. Là, depuis quelques mois, depuis les confinements, en fait, on a des chefs d'entreprise directement qui nous consultent et qui nous disent on a peur, j'ai mon voisin qui s'est fait attaquer, qui s'est fait chiffrer plusieurs dizaines de serveurs. J'ai des confrères qui m'en parlent, donc faites quelque chose parce qu'on a peur, on n'est plus serein, donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Voilà. Donc il y a quand même une prise de conscience. Vous le disiez tout à l'heure, une entreprise sur deux. Alors c'est une entreprise sur deux en 2020 et les chiffres qu'on avait, c'était 34% des entreprises en 2019. Donc vous voyez quand même la progression est forte. On tend vers la totalité, c'est-à-dire que on subira des cyberattaques de manière récurrente. Et ce qui était intéressant dans le partage, dans le témoignage en toute transparence de Fabrice Bazar, c'était de dire qu'ils étaient là déjà depuis un an. C'est-à-dire qu'ils attendent le moment où, une fois qu'eux, ils estiment être bien prêts. C'est pour ça qu'il faut que nous aussi, on se prépare. C'est-à-dire qu'eux se préparent, ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour réussir leur attaque. Et donc nous, il faut qu'on se prépare aussi, c'est obligatoire. Mais c'est vrai, oui, la plus grande crainte qu'on a, nous, quand on intervient chez un client, c'est de devoir lui dire, on a identifié qu'ils sont là depuis longtemps, depuis plusieurs mois. Mais un an, c'est énorme. Un an, c'est énorme. Et là, on se dit, s'ils sont là depuis un an, ils ont la main sur nos mails, ils ont la main sur notre annuaire, ouais, ils ont la main sur tout. Ça veut dire que, par exemple, un truc tout bête, c'est on ne peut plus, quand on rentre en phase de crise, on ne peut plus communiquer sur les canaux de communication classiques qu'on utilise habituellement en entreprise. C'est-à-dire on ne peut plus s'envoyer des mails parce qu'il faut partir du principe qu'ils peuvent les lire. Il ne faut plus faire de Teams parce qu'il faut partir du principe qu'ils peuvent récupérer des informations là-dessus. Donc il faut avoir des canaux déportés, des canaux différents pour communiquer. Et ça, encore une fois, ça ne s'improvise pas. Ouais, pour l'avoir effectivement vécu à travers Ouest France, on avait l'impression de retourner à l'âge de pierre, hein, de reprendre les téléphones et de se dire on se fait une réunion au téléphone. Les types de cyberattaques, on parlait de ransomware, donc c'est une rançon, j'ai ta data, si tu veux que je te la redonne, c'est des billets. C'est ça, tu me payes et je te donne la clé pour déchiffrer. Sachant qu'ils n'ont pas toujours la clé. Et ils n'ont pas toujours la clé. Ben non, ils n'ont pas toujours la clé parce que parfois, en fait, ce sont des groupes. Donc, je parlais de groupes tout à l'heure, là, qui existent, hein, qui sont bien identifiés. Ces groupes développent des outils qui permettent de chiffrer les disques durs et eux, ils ont les clés. Mais parfois, en fait, ces outils sont récupérés par des groupes qui n'ont pas les clés. Le dark web, etc. Voilà, et en fait, eux, ils ont balancent, acheté et ils n'ont pas les clés. Un panier garni. Exactement. Et donc, vous allez payer la rançon, vous n'aurez jamais la clé. Et en fait, la règle, c'est plus le virus en fait est récent, plus vous avez de chances d'avoir la clé, plus le virus est ancien, c'est-à-dire au bout de 6 mois, si vous vous faites chiffrer par un virus qui a plus de 6 mois, ne payez pas la rançon parce qu'il y a de fortes chances de toute façon, la clé, vous l'aurez jamais. De toute façon, dans tous les cas, il ne faut pas payer la rançon. Oui, on revient dessus, voilà. On le redit, ne payez pas et surtout portez plainte, c'est ce que disait le capitaine. C'est pour ça qu'on était dans le top 3 dans le monde, on était dans le top 3 des pays qui avaient le plus d'attaques de type ransomware parce qu'on avait des assureurs qui payaient les rançons. En fait, évidemment, plus on paye, plus c'est intéressant. Ça les motive. Exactement. L'appât du gain. Alors, lorsqu'on préparait cette intervention, Hervé, il y avait aussi le cyberharcèlement. Alors, je disais, oui, on en parlait tout à l'heure, le citoyen. Non, vous me disiez le dirigeant aussi. Oui, alors c'est des choses très, très récentes. Alors, les types d'attaques, donc beaucoup de ransomware. La deuxième qu'on voit maintenant beaucoup, c'est le vol de données avec justement demande de chantage, en fait, avec chantage. Okay. Et puis on voit quelque chose aussi de l'ordre du harcèlement des dirigeants, donc là c'est assez récent.
c'est difficile d'avoir des données réellement là-dessus, mais l'idée, c'est comme on peut harceler une personne sur les réseaux sociaux ou sur le mail ou sur tous les canaux possibles, en fait, c'est qu'on va harceler le dirigeant jusqu'à ce qu'il craque et qu'il nous paye pour qu'on arrête de le harceler. En fait, c'est ça l'idée, quoi. Et plus on va avoir d'informations sur lui, sur sa vie, sur plein de choses comme ça, plus on aura des leviers en fait pour le faire chanter. Ouais, jusqu'à aller lui dire les données personnelles. Moi j'ai eu un cas, hein, voilà, j'ai eu un cas très concret dans une entreprise en fait, d'une collaboratrice de l'entreprise qui avait malheureusement était victime d'un chantage. Un truc un peu sordide par rapport à des choses de webcam, etc. Enfin voilà, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais ça avait touché sa vie privée. Et en fait, les maîtres chanteurs lui ont dit on a les coordonnées de ton patron, on va lui envoyer un mail avec les vidéos qu'on a prises de toi, sauf si tu nous payes 20 000 euros. Voilà. Et donc, ce qu'elle a fait, elle a eu le bon réflexe, elle en a parlé. Alors, ça a été très dur pour elle. Elle en a parlé à ses patrons, ce qui fait que quelque part, d'une certaine manière, elle avait rompu la chaîne. Et donc ça n'avait pas donné, mais voilà jusqu'où ils peuvent aller. C'est-à-dire qu'ils vont très très loin dans le. Là, on est sur de la criminalité de base. Hein. Sur le comment se prémunir, j'aimerais qu'on revienne un peu dessus. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, mais s'il y avait le top 3 de les choses à faire pour s'en prémunir, à éviter le post-it quand on est en visioconférence sur le tableau derrière. Ça, on a eu des vidéos. Comment dire, tournées. Ouais. Mais effectivement, c'est quoi dans le top 3 ? Alors j'ai pris quelques notes là par rapport à ça parce que je m'étais moi-même posé la question. Puis il y a tellement de choses qui viennent à l'esprit. Alors là, la première, Fabrice Bazar l'a dit, il faut pas cliquer. On a tous tendance à être des cliqueurs fous. On a tendance, et en plus ça va très vite aujourd'hui. On nous envoie des mails, on veut des réponses tout de suite. Ouais. Voilà, on a tendance à moins faire attention. Alors, il faut pas avoir le réflexe de cliquer sur une pièce jointe ou dans un email ou sur un lien qui semble présenter les mêmes caractéristiques que sa banque ou le site de je sais pas quoi. Faut pas cliquer, il faut réfléchir un petit peu. Ou si on a le moindre doute, il vaut mieux envoyer le mail pour analyse à son service informatique ou à son service sécurité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est les mots de passe. Le problème, c'est le mot de passe. Le mot de passe, ce n'est pas un mécanisme de sécurité, c'est un mécanisme d'identification, enfin d'authentification. C'est-à-dire grâce au mot de passe, on vérifie, on valide votre identité finalement sur le réseau, mais ce n'est pas un mécanisme de sécurité. Donc c'est un problème. Donc ne réutilisez pas le même mot de passe sur différents sites. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est capable de retrouver sur le dark web des bases de plusieurs gigas d'identifiants et de mots de passe qui ont été récupérés au travers d'attaques. Donc il y a plein d'attaques dans la dernière en date, c'était LinkedIn qui s'est fait attaquer encore. On a récupéré toutes les informations personnelles des gens sur LinkedIn. Bon. Du coup, les mots de passe, on est capable de les avoir. Si vous utilisez le même mot de passe sur LinkedIn que pour vous connecter à votre base de données au boulot, là, il y a un problème. Parce que si moi, j'ai votre mot de passe LinkedIn et que je vais tester ce même mot de passe parce que je sais que vous travaillez chez Niji, par exemple, et bien forcément, j'ai des chances peut-être de rentrer chez Niji à cause du fait que vous avez utilisé le même mot de passe. Donc ne réutilisez pas les mots de passe, c'est un accès à un mot de passe. Ça, c'est vraiment la deuxième chose. Alors, et encore moins les mots de passe perso. Parce que là, du coup, oui, encore moins. Voilà, c'est ça. Il faut avoir des mots de passe forts. Donc là, il y a alors, ce qu'on appelle les mots de passe forts, c'est des mots de passe plus ou moins longs, avec des caractères spéciaux, etc. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais donc ça, même ça, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, le troisième conseil, c'est d'utiliser un deuxième facteur d'authentification. On voit beaucoup ça aujourd'hui. Par exemple, maintenant, quand vous vous connectez sur votre site bancaire, on vous envoie un SMS, par exemple, où on vous demande de répondre de rentrer un code qu'on vous a envoyé, par mail ou par autre. Donc ça, c'est un deuxième facteur d'authentification. Et ça, c'est super important parce que si je vous vole votre identifiant et votre mot de passe, admettons que je vous le vole, et c'est assez simple, je peux vous le voler assez facilement. Ce deuxième facteur, je ne pourrai pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir. Donc, je ne peux pas me connecter. Donc, la chaîne est brisée. Et c'est important à chaque fois de briser justement Exactement. cette chaîne. Exactement. À l'inverse, Hervé, là on voyait comment forcément se prémunir de cela, mais comment rentrent-ils généralement ces voyous-là ? Tout à l'heure vous parliez, j'ai bien aimé le coup du stagiaire, merci à eux.
il doit apprécier. Mais et il rentre. Ça peut être un stagiaire, ça peut être la femme de ménage qui met. Parce qu'on a entendu ça. Alors on s'est dit non, mais c'est que dans les films qu'on voit ça, le micro, le mouchard dans le micro, etc., etc. Alors, nous, on fait ce genre de tests. Hein. On fait des tests d'intrusion, mais physiques. C'est-à-dire qu'on propose au client en fait, d'essayer de rentrer dans l'entreprise par tous les moyens possibles. Donc, là, on est dans des cas extrêmes. C'est-à-dire, là, moi, on a vraiment décidé de vous attaquer. Donc, on va essayer de rentrer dans vos locaux physiquement en se faisant passer pour quelqu'un. Et puis, une fois qu'on est dedans, on essaie de piéger le matériel. Mais on est vraiment dans le cas extrême. Mais sinon, de base, 90% aujourd'hui des attaques passent par l'utilisateur. C'est-à-dire, en gros, je vous envoie un mail d'hameçonnage, vous cliquez dessus et c'est mort. La deuxième, on va dire, c'est la vulnérabilité technique qui est exposée sur Internet, qui fait que moi, je vais venir l'exploiter, cette vulnérabilité, je vais rentrer chez vous. Voilà. Et puis après... Pardon, les fameux drives aussi, Google Drive et compagnie, où on voit que est-ce que c'est la porte de la boîte de Pandore qui s'ouvre à chaque fois qu'on partage un document? Est-ce que c'est une manière de faciliter l'entrée? Honnêtement, pas forcément. En fait, ces problématiques cloud, aujourd'hui, je trouve que ça a été un gros sujet de préoccupation à un moment donné. Comme toujours d'ailleurs, parce que quand il y a des nouveautés technologiques comme ça d'ampleur, on se pose souvent la question. Il y a 10 ans, par exemple, on se posait la question de Google Mail. On se disait, mais est-ce que le fait que les gens dans l'entreprise utilisent Google Mail, c'est un problème? En fait, c'est vrai que quelque part, il y a de l'information, il y a de la donnée entreprise qui peut fuiter. Ça peut être un problème. C'est-à-dire qu'en gros, les gens aujourd'hui, ils envoient de l'information client, de l'information de leur entreprise par différents canaux qui ne sont pas forcément maîtrisés par l'entreprise. Mais, OK, ça va être de l'information, mais ce n'est pas forcément uniquement grâce à ça que je vais réussir à rentrer. Aujourd'hui, on parlait de la communication avec Fabrice Vazard, communication à l'interne, communication à l'externe, mais justement, la communication à l'interne, la sensibilisation des salariés, c'est aussi quelque chose qui est très intégré dans les entreprises quand il y a ce ça sujet. Commence. Ça commence, oui. Encore une fois, alors c'est pas un sujet facile parce que il faut y revenir tout le temps en fait. C'est-à-dire, on peut pas se contenter de le faire une fois. C'est un sujet qu'il faut remettre sur la table hyper régulièrement. Oui, sans leur donner le sentiment que le message est passé une fois et qu'il est rentré, en fait. Et en fait, moi, je trouve que faire des tests, là, par exemple, en ce moment, on fait des tests de phishing. Donc, on fait des campagnes, en fait, de phishing. Donc, on envoie des faux mails aux collaborateurs de l'entreprise et on voit comment ils réagissent. On fait des statistiques et nos clients, voilà, si ça clique, quel est le pourcentage de gens qui cliquent, combien de temps il a fallu aux équipes pour prévenir le reste de l'entreprise qu'il y avait une attaque. Donc, on fait ces statistiques. On fait ça hyper régulièrement. On en fait 3, 4, 5. Peut-être il y en a certains qui font ça tous les mois. Donc ça maintient en fait en haleine les utilisateurs, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas quand ça va leur tomber dessus, mais finalement ils se disent on va encore se faire tester, donc ça les oblige à ne plus cliquer n'importe comment. Et puis on peut mesurer comme ça l'évolution, l'amélioration, il y a forcément une amélioration, et moi je crois plus à ça qu'à la sensibilisation, je dirais on met tout le monde dans une grande salle et puis on leur délivre un message. Parce qu'aujourd'hui, les messages, il y en a partout en fait. Là, on est en train de le faire. Il suffit d'allumer sa télé, d'écouter le journal. Finalement, il y a une cyberattaque dont on parle. Donc, quelque part, tout le monde est censé être sensibilisé. C'est pas pour ça que le niveau de sécurité est meilleur.